toujours parti sur le principe que de toute façon, si on n'avait pas au moins une quote-part d'échec dans ce qu'on faisait, c'est qu'on n'avait pas été assez audacieux. Bonjour à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Ose, le podcast qui vous entraîne dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Au fil de chaque épisode, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas eu peur de tenter leur chance, de se tromper ou d'échouer. Des femmes et des hommes qui ont accepté de dévoiler ce que vous n'avez jamais entendu ailleurs. Nous allons parler de réussite, d'ambition, d'argent, mais aussi de mission et de sens. J'espère qu'en écoutant ces entrepreneurs, vous oserez à votre tour. Bienvenue dans Ose. La Parisienne Assurance est née en 1829 et mon invité d'aujourd'hui a relevé le défi de la moderniser et d'en faire une entreprise de son temps. Entre ses mains, la Parisienne est devenue une assurtech de référence en Europe, présente dans 13 pays. La Parisienne est aujourd'hui perçue comme l'assureur de demain. Son président est avec nous pour nous révéler les recettes secrètes qui ont marqué son aventure entrepreneuriale. Bonjour Olivier Jaillon. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer en 2 mots, qu'est-ce que fait la Parisienne ? Alors, qu'est-ce que fait la Parisienne ? Elle doit En pas 2 mots, hein. En Attention, 2 mots. Le pitch serré, comme si tu devais lever de l'argent. Impactante, transparente, alors. S'il faut user 2 mots. Alors, en 2 phrases, alors. Alors, ce qu'on essaye de faire, et c'est normal que la Parisienne ne soit pas connue du grand public, parce que notre métier, en fait, c'est de fabriquer des produits en marque blanche que le consommateur va retrouver embarqués dans un autre produit ou dans un autre service. Par exemple, il va utiliser une trottinette en free floating, et il va être automatiquement assuré à l'usage en utilisant cette trottinette, ou il va aller chez Yamaha et acheter un scooter ou un moteur marin, et l'assurance sera embarquée à l'intérieur, ou il va installer un tracker avec Coyote et on rachètera sa franchise vol automobile embarquée dans le tracker. Donc c'est toi derrière. C'est nous derrière, donc c'est ce qu'on appelle de la marque blanche, c'est ce qu'on appelle du B2B2C. Et nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça que je parlais d'impact et de transparence, on essaye de faire des produits simples, compréhensibles par le consommateur final, et impactants dans le sens où il y a une vraie redistribution de la richesse, en limitant les coûts de friction et les commissions diverses et variées des intermédiaires. On en reviendra sur la mission qui est la tienne et qui est aujourd'hui très clairement définie. Est-ce que tu aurais décrit la Parisienne de la même manière il y a 5 ans ? Ah, pas du tout. C'était une autre société, un autre capital humain, une autre manière de voir les choses. Et j'ai fait pivoter le modèle sur un constat. C'était que la distribution des produits d'assurance du particulier allait complètement se révolutionner, qu'on bougeait de la propriété vers l'usage, qu'on allait vers l'éphémère, utilisation éphémère de biens et de services, et qu'en fait, on ne pouvait plus acheter l'assurance de la même manière, puisqu'on ne consommait plus de la même manière. Et que donc l'assureur de demain ne pouvait pas fonctionner en interne et en externe, comme fonctionnaient les assureurs qu'on a connus depuis 50 ans. Je vais parler de votre nom. Quand je parle de la Parisienne lors de conférences, je dis aux gens, qui connaît la Parisienne ? Alors, ils lèvent la main, donc je suis étonné. Je dis, vous connaissez la Parisienne ? Oui, la course. Ou la boulangerie. Le nom, on sait, il est très important. Encore plus pour toi qui est international. Le nom La Parisienne n'est pas tellement, on va dire, adapté à ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que tu vas changer ça ? Comment tu considères le nom ? Pendant plusieurs années, quand on a fait pivoter le modèle, nous, on estimait que c'était plutôt la promesse qui était importante que le nom. Et puis en plus, comme on n'était pas une marque grand public, parce que comme je viens de l'expliquer, on était plutôt en marque blanche, embarqué dans d'autres produits, dans d'autres services, on pensait que ça n'avait pas d'importance. En fait, il s'avère que pour la perception de nos partenaires, ça a de l'importance. On commence à rencontrer un certain nombre de petits blocages autour du nom. D'abord, on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est à l'international, qui est hors de France. Donc, le nom est un peu difficile à prononcer. Comment le dire à l'anglais ? La Parisienne Assurance. Un peu compliqué, un peu long, même si la mémorisation est facile, parce qu'effectivement, ça se retient. Donc, on se rend compte que notre modèle, qui est complètement digital, qui est très international... Très assurtech. Donc on très assurtech, on est vraiment dans la digitalisation du process total, de bout en bout. Le nom ne correspond plus. On est en phase de gestation, on va dire. Et c'est combien de temps une gestation à la Parisienne pour un nom ? Elle est longue. Hein, elle est très longue parce qu'en fait, elle est juste longue parce qu'on a du mal à l'abandonner, parce qu'on l'aime quand même. La boîte a une histoire. Elle est née en 1829, comme tu l'as dit au départ. Donc, c'est un peu difficile d'abandonner ce capital. En parlant de ce nom-là, aujourd'hui, quand tu es dans l'assurtech, quand tu as une volonté de changer un nom, comment tu le fais ? Tu es tout seul dans ton coin et tu prends un stylo, tu es passé par une agence pour le faire, tu t'intéresses au .com. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est une question très intéressante parce que c'est, pour moi, générateur d'énormément de frustration. Parce qu'on a l'impression que quand on change de nom,
On a envie d'y aller à l'émotion, en fait. On a envie de se faire renverser, bouleverser par un nouveau nom qui va nous emporter. Nous, le management, l'équipe, la boîte, etc., etc. Donc, on commence par faire des petits sondages en interne, essayer de générer des idées, ouvrez vos chakras, envoyez des noms, etc., etc. On l'a fait, on a demandé à tout le monde. On a demandé à tout le monde. Tout le monde a voté. On a fait ça digitalement, une petite plateforme. Tout le monde a voté, etc. Mais on se rend compte aujourd'hui, et ça, attends, ils ont émis des souhaits ou ils ont voté pour ceux que tu proposais? Non, ils ont émis des souhaits. Ils ont émis des souhaits. Mais on se rend compte que malheureusement, et ça c'est une des tristesses de notre monde d'aujourd'hui, c'est que la complexité juridique de déposer un nom aujourd'hui, d'avoir un .com, d'avoir un .io, qui est un peu la nouvelle extension quand on plateformise une industrie, quasiment tout est pris. On se rend compte qu'il y a des mécanismes de protection de marque qui sont mis en place par des cabinets d'avocats, des cabinets de propriété intellectuelle. Et dès qu'on dépose un nom, on est finalement attaqué par quelqu'un. On voit là Lemonade aux États-Unis, qui est dans le monde de l'assurance, qui s'est fait attaquer par Deutsche Telekom pour utiliser la couleur rose. Ça va loin. Donc on se rend compte que malheureusement, il faut professionnaliser ce process alors qu'on a envie d'y aller à l'émotion. Et on a envie de se faire embarquer. Nous, on a pris une agence de conception du nom. On est parti des noms proposés par les employés de la société. On a associé à ça les noms qu'eux nous ont proposés. Et on a été obligé de faire une vérification extrêmement stricte pour voir s'il existait quelque chose. Et ensuite, en élargissant le spectre. Et on se rend compte que souvent, les choix qui sont faits d'intuition, malheureusement, ne peuvent pas être déposés, en tout cas au niveau mondial. Pour donner une anecdote, je crois que le chiffre, c'est qu'il y a à peu près 5800 sociétés un peu innovantes qui se créent dans le monde chaque jour et qui donc déposent un nom. Parlons du timing, parce que moi je le dis souvent, un entrepreneur a une vision toujours timing. Souvent c'est une éponge, comprend assez bien ce qui peut se passer quelques secondes avant les autres. Toi, tu as monté différentes entreprises. Je me souviens de celle-là, quand tu me parlais de Protégis. Alors c'est une société de courtage en assurance déjà. Toi, tu as vécu de toute façon toute ta vie dans le monde de l'assurance très, très jeune. C'était en B2B, c'était en 98, donc c'était hier. Le web n'avait pas encore décollé, il était juste au balbutiement. Pourtant, le succès a été très rapide. Est-ce que c'est une question de timing pour toi? C'était juste là au beau moment? Comment tu l'expliques ça? C'est souvent une question d'alignement des planètes, et dans l'alignement des planètes, il y a le timing. Tu parlais de Protégis, en 98, effectivement, on a monté une plateforme B2B et B2C de vente d'assurance. Tu avais fait une étude de marché ou tu t'es levé un matin en disant il y a un marché? Comment tu avais fait ça? Non, alors la plateforme B2B, c'était plutôt la recopie d'un modèle existant, mais qu'on avait porté sur le web. Où ça? Américain? Non, qui existait en Europe, mais qui était à l'époque géré par notre feu, le Minitel. Et donc, on a juste choisi une nouvelle technologie pour la rendre plus fluide. Donc là, c'était une pure analyse du marché. Le B2C, effectivement, on y est allé à l'intuition, sans aucune étude de marché, et on s'est rendu compte on avait raison trop tôt, donc on a eu tort. Donc, on avait monté le premier site de vente en ligne. Assurdiscount.com. Alors, avec une petite anecdote rigolote pour le faire connaître. Et c'est là où l'entrepreneur, de temps en temps, doit avoir l'audace d'aller prendre des opportunités. On s'est fait connaître, en fait, parce qu'un été, moi, j'étais à Paris. À l'époque, j'avais pas d'argent pour prendre des vacances, de toute façon. Et on a contacté une société de communication qui nous avait dit qu'il y avait une campagne d'affichage sur le périphérique où l'annonceur s'était dédié et avait payé 90% de la facture, parce que c'était dans son contrat. Et pour 10% du coup, on a pu faire une campagne d'affichage sur le périphérique sur assurdiscount.com. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître à l'époque. Donc, il faut avoir un peu d'audace. Mais très honnêtement, à l'époque, on a fait 3000 contrats en tout et pour tout. C'était pas le bon timing. En fait, il n'y avait pas de marché. J'étais là beaucoup trop tôt. Mais malgré cette absence de marché, tu as un investisseur quand même qui croit en toi. À l'époque. Ah bah oui, à l'époque. Et alors, à l'époque, c'est là où le symbole peut être super important. L'investisseur nous contacte en voyant cette fameuse campagne d'affichage sur le périphérique. Il va à Roissy, il vous voit, il dit waouh. Voilà. Et c'est comme ça qu'il nous contacte et qu'il investit dans la société. Quel montant à l'époque, rappelle? À l'époque, c'était en francs, donc c'était 40 millions de francs. À l'époque, il n'y avait pas... ça faisait partie des grosses levées. Le terme start-up n'existait pas. C'était un investisseur C'était un investisseur de private equity. C'était un fonds Internet et un fonds LBO à l'époque. Et c'est sur la base de ce symbole qu'ils ont investi dans la société. Et évidemment, c'est le B2B qui a fait vivre la société et non pas le B2C qui s'est avéré être une bonne idée au mauvais moment. Comment tu vis un succès d'un côté, l'échec de l'autre? Est-ce que tu le vis bien, tu le vis mal, tu le vis très mal, tu le vis très bien, tu en apprends quelque chose? J'en ai vécu d'encore plus cuisant dans ma carrière. C'est bien de commencer par celui-là. On va en parler celui d'après. Mais moi, je l'ai toujours bien vécu. Je suis toujours parti sur le principe que de toute façon, si on n'avait pas au moins une quote-part d'échec dans ce qu'on faisait, c'est qu'on n'avait pas été assez audacieux. Il faut juste être assez, je pense, méthodique.
dans le post-mortem. Si je peux donner un conseil, c'est que quand il y a quelque chose qui échoue, il ne faut pas vouloir le mettre derrière nous par déni. Il faut travailler dessus à peu près autant, si ce n'est plus, que sur nos succès. Parce qu'on apprend énormément, en fait. Il faut juste éviter le déni et l'oubli. Il faut prendre méthodiquement toutes les décisions qui ont fait qu'on est arrivé à cette audace, à cette aventure, et de comprendre où est-ce que ça a pêché. Et toi, tu vois ça maintenant parce qu'aujourd'hui, tu as réussi, tu es un entrepreneur qui est visible dans son activité, mais je reviens 20 ans en arrière, tu te manges la porte sur Assure Discount, tu as vu un peu trop tôt, tu as un investisseur qui t'appelle tous les jours en disant Olivier, là vous êtes bien loin du business plan. Tu es comme ça, tu es positif, tu vois alors, les choses je dois de dire manière... que j'ai jamais flanché. Ça a toujours été une analyse positive, parce que j'ai toujours pensé que la plus grande qualité de l'entrepreneur, c'était l'agilité et la capacité à pivoter. Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça pivoter, mais on appelait déjà ça agilité, et c'était la capacité à reconfigurer, à redessiner son business model encore et encore. Il y a des grandes licornes aujourd'hui en France qui ont changé de business model 8 ou 9 fois. Bien sûr. Non, ça, c'est un point essentiel, et merci de le préciser. La capacité de savoir pivoter, de s'adapter. Malheureusement, on a juste un système éducatif en France qui refuse un peu ce mode de fonctionnement itératif qui passe par l'échec. Bien sûr, mais c'est vrai que tu as parfaitement raison. Je pense que souvent, et c'est important de bien comprendre, c'est pour ça que ce podcast existe. Il faut aussi démontrer que pour arriver souvent à un succès, il faut être passé par plusieurs échecs. Et c'est souvent la phrase de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je pense que ton point, c'est tes échecs t'ont permis d'être meilleur. Alors il faut arriver à l'assumer et surtout à l'accepter, mais c'est vrai que c'est un point assez majeur. Moi, je ne crois pas aux tests de personnalité, je ne crois pas aux tests psychologiques faits par les ressources humaines ou les chasseurs de tête. Je crois à l'aventure humaine, et honnêtement, ça devient quand même assez facile de tester si les gens ont envie d'être embarqués dans quelque chose de différent. Je voulais revenir sur ton succès actuel, La Parisienne. 5 ans après, comment t'expliques ce succès? Comment tu as vu quelque chose que les autres n'ont pas vu? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Si on retourne vers l'échec, il y a des échecs qui m'ont considérablement formé, qui m'ont, je pense, appris 2 choses. D'abord, qui ont... C'est quoi ton plus grand échec, si tu sais, sur l'échelle des échecs? En termes d'entrepreneur? Ouais. J'ai monté une société de logiciels aux États-Unis qui fabriquait des plateformes SaaS pour les compagnies d'assurance. Au moins, on reste sur l'assurance. On reste dans l'assurance. Je suis resté dans mon domaine d'activité. Mais néanmoins, c'était un domaine que je connaissais mal. On a investi énormément d'argent à titre personnel et les investisseurs qui me suivaient. Et on a perdu l'intégralité de notre mise. Quel montant? 40 millions de dollars. On avait une architecture technologique qui nous a permis de signer des grands contrats internationaux. Et en fait, et ça fait une bonne entrée en matière sur le deuxième point, c'est que c'est l'exécution qui a pêché. On a choisi les mauvais partenaires, on est allé trop vite, on a sous-estimé la complexité des projets qu'on mettait en œuvre. Une des choses que ça m'a appris, et pourquoi aujourd'hui ça fonctionne comme ça, c'est parce que si je devais faire une répartition 90-10, je pense que quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que 90% du succès venait de la stratégie ou de l'architecture technologique ou de l'idée, etc. Et 10% de l'exécution. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'honnêtement, c'est l'inverse complet. C'est 10% de stratégie, qui est effectivement la capacité à sentir un alignement des planètes sur un modèle économique, et 90% d'exécution. Et je pense que ce que les échecs m'ont appris sur 20 ans, c'est l'emphase qu'on doit mettre sur l'exécution une fois qu'on a assumé l'idée et qu'on a une forme d'agilité pour ajuster l'idée. En fait, après, tout est sur l'exécution et tout est sur le choix des hommes qui nous accompagnent. D'accord, donc on a parlé. Donc toi, tu dis le produit en tant que tel doit être bon, correct, l'exécution est majeure, et donc pour exécuter, il faut avoir une équipe de qualité. Comment aujourd'hui, je ne parle pas il y a 5 ou 10 ans, comment aujourd'hui, dans un monde où les gens cherchent de plus en plus le sens, les employés, les collaborateurs veulent ça, comment on fait aujourd'hui quand on est à la Parisienne et qu'on essaye de rechercher l'acquisition des plus grands talents? Je vais répondre à ta question. Par contre, je vais aussi développer un tout petit peu les critères qu'on essaye d'appliquer à la sélection à l'entrée, en fait. Il y a plusieurs choses qui tuent dans l'entreprise en termes de capital humain. D'abord, c'est des gens qui ont un ego trop développé. C'est des gens qui sont territoriaux, très clairement, et des gens qui ne sont pas bienveillants. Quand on check ces 3 catégories déjà à l'entrée et qu'on essaye de les éviter, on ne les évite pas toujours, on ne peut pas toujours les déceler dans un processus de recrutement, mais déjà,
En fait, puisqu'on parle d'agilité, puisqu'on parle d'adaptation du modèle, puisqu'on parle d'adaptabilité de la société, qui est inévitable et indispensable dans notre écosystème, si on a des gens qui ont un ego trop développé, qui sont territoriaux à l'intérieur de l'entreprise, qui ne sont pas bienveillants avec leurs partenaires et les gens avec lesquels ils travaillent, c'est impossible de construire une structure agile. Mais comment, absolument impossible. Comment tu fais pour... Est-ce que tu as des tests spécifiques dans tes équipes RH ou c'est juste l'expérience? Quelqu'un qui rentre chez toi aujourd'hui, combien d'entretiens il doit passer? Pas plus qu'ailleurs. On n'a pas une méthodologie... Donc 17 comme chez Google? Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas une méthodologie particulière. Mais par contre, il y a plusieurs indicateurs qu'on peut avoir. D'abord, on a une organisation très très flat. On a 3 niveaux hiérarchiques. Rappelle-nous combien d'employés aujourd'hui? 180 cette année. Donc quand on a 3 niveaux hiérarchiques, il y a 2 sujets. On ne peut pas être attaché à la titrologie parce qu'il n'y en a quasiment pas, elle n'est pas importante. Ils comprennent tout de suite que la mobilité, elle ne peut pas se faire de manière ascendante en disant je vais devenir le chef du chef du chef. Donc déjà, quand tu leur expliques ça à l'entrée, tu peux voir la réaction et donc tu peux comprendre un petit peu l'adaptabilité. On leur fait rencontrer beaucoup de gens dans l'entreprise, donc et on prend beaucoup d'opinions, et des gens qui n'ont rien à voir avec le métier qu'ils vont exercer dans l'entreprise. On peut faire rencontrer au legal quelqu'un qui va faire de l'informatique. On déconnecte complètement. Ce qu'on vérifie, c'est plutôt les soft skills que les hard skills. Et c'est là-dessus qu'on essaie de s'attarder, évidemment avec une incertitude, parce que c'est un processus humain, et ce n'est pas un processus normé. Moi, je ne crois pas aux tests de personnalité, je ne crois pas aux tests psychologiques faits par les ressources humaines ou les chasseurs de tête. Je crois à l'aventure humaine. Et honnêtement, ça devient quand même assez facile de tester si les gens ont envie d'être embarqués dans quelque chose de différent. On parlait de la mission qui doit être associée à toute entreprise. Je veux partager avec nos auditeurs notre première rencontre avec Olivier. Avec plaisir. Et Olivier, en fait, je parle à une conférence et on se voit quelques jours après. Et la discussion est vraiment très franche de ton côté. Et tu me dis, Alexandre, en gros, il y a un jour, je me suis levé et je me suis posé la question sur ma mission, et en particulier ce que je fais dans ce métier de l'assureur. En reprenant les bases de l'assurance, protéger ceux qui vont avoir un coup dur. Et on a cette discussion-là tous les deux. Et tu me dis, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble avec Epic et faire une assurance pour ceux qui sont vraiment en difficulté, ceux qui sont vraiment dans l'incapacité de s'assurer. Et j'aimerais bien que tu nous expliques rapidement ce que cette première discussion entre nous deux a donné 1 an après avec un projet, un programme assez génial. Donc j'ai 2 questions. J'aimerais bien que tu partages le pourquoi du comment, pourquoi tu t'es engagé dans la volonté de plaquer une mission sur votre métier. Et puis deuxièmement, est-ce que tu as vu une évolution positive en interne? Est-ce que tu as vu un intérêt de tes collaboratrices et de tes collaborateurs sur justement ce nouveau produit, ce nouveau projet que tu as lancé il y a quelques mois de ça? Je vais répondre par la fin. Est-ce que je vois une différence? Je vais te donner une petite anecdote qui date d'hier. On a, avec une société que je nommerai pas, fait un programme pour, comme on l'a dit avant, on va changer de marque. Donc, on est en train de mettre tous les narratifs qui sont autour de cette marque, comment on va s'exprimer autour de cette marque et quelle est l'émotion qu'on va mettre autour de cette marque. Et une des questions pour savoir comment on allait construire ce narratif, cette émotion, tout ce qu'on ressent autour de la marque, c'était quel est le produit que vous préférez à la parisienne. Alors, je vais juste donner un chiffre. On a 200 partenariats actifs, donc plus de 200 produits. Tout le monde, tous ceux qui étaient présents dans la réunion, sans aucune exception, ont cité le produit micro-assurance coup dur qu'on a monté ensemble. Donc c'est pour te donner le niveau d'adhésion. On en a 200, donc statistiquement, tu prends 200 produits plus une quinzaine de personnes qui étaient dans la salle, la probabilité qu'ils choisissent tous le même est extrêmement faible. Donc c'est pour parler de l'adhésion. Maintenant, je recommence par le début. Effectivement, comme tu as dit, un jour, je me suis levé et je me suis dit, d'abord, est-ce que selon la capacité et le reste à vivre des gens, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est équitable de leur vendre des produits qui sont margés de la même façon? La réponse était non. Pourquoi tu te poses cette question au départ? Pourquoi, à ce moment-là dans ta vie, tu te poses cette question? Tu aurais pu continuer à faire ce que tu fais très bien. Je pourrais te dire que les collaborateurs en avaient besoin. Non. Je n'avais pas ressenti ce besoin, je n'avais pas de remontée. Dans cette quête que j'avais de redéfinition du rôle de l'assureur de demain, il y avait des nouveaux concepts à inventer et ça faisait partie des sujets. C'est-à-dire, les populations fragiles qui sont ceux qui en ont le plus besoin, ce sont finalement ceux qui sont le moins protégés et avec des marges qui sont difficilement acceptables pour eux. Et nous, déjà, on était dans une démarche, la plateforme B2B2C, à embarquer de l'assurance, à diminuer les coûts de friction.
C'était juste mon raisonnement qui a coulé jusqu'au bout en disant comment on va au maximum de la réduction des coûts de friction pour ceux qui ont les moyens les plus difficiles et pour lesquels le reste à vivre est le plus compliqué. Mais la raison pour laquelle je suis venu te voir de manière assez entrante quand tu parlais, c'est que j'avais pas envie qu'on conçoive quelque chose dans une tour d'ivoire chez nous. En fait, on avait besoin d'accéder à ces populations. Nous, on n'avait pas l'accès. Pour concevoir des produits comme ça, il faut comprendre la vie des gens. Il faut comprendre ce que c'est qu'un coup dur pour eux. Ce qui est un coup dur pour eux, c'est pas la même chose que ce qu'est un coup dur pour moi. Tu peux justement expliquer pour les aider, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui réellement l'offre, parce que l'offre elle est sortie, et elle est active, elle est en production. Et donne-nous un exemple pour toi qui est le plus marquant et sur lequel les gens vont exactement comprendre l'intérêt peut-être sur la démarche. Donc collectivement, ensemble, on a rencontré toutes ces populations. On a essayé de les mettre de manière très marketing dans des personas, c'est-à-dire des groupes un petit peu homogènes pour comprendre quelle était leur problématique, des familles monoparentales, des gens en fin de droit, etc. Donc on a identifié des personas, et puis à l'intérieur de ces personas, on a identifié qu'est-ce qu'était un coup dur pour eux dans le quotidien. Et une fois qu'on avait identifié ça, on a créé à peu près 3 univers de produits, un univers autour de la mobilité, un univers autour du foyer, un univers autour du revenu. Alors je vais donner un exemple. Pour beaucoup de gens qui ont des moyens assez limités, au début, on s'était focalisé sur les gens qui ont moins de 60% du salaire moyen, c'est-à-dire des gens qui vivent avec un peu moins de 1 000 € par mois. On verra qu'on a augmenté ce plafond dans le temps. Et pour ces gens-là, 150 € de delta par rapport à ce qu'ils avaient imaginé, c'était un vrai coup dur. C'est impossible. C'est impossible à gérer. Dans la mobilité, par exemple, imaginons quelqu'un qui a besoin de sa voiture pour aller travailler, notamment en province. Il n'a pas les moyens de l'assurer en tout risque, c'est impossible. Il l'assure au minimum légal. Et s'il a un accident où il perd totalement sa voiture, il ne peut plus aller à son travail. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Donc, on a créé un micro-produit qui garantit en dommage la voiture en perte totale qui vient par-dessus son contrat actuel. Les garanties sont toutes entre 50 centimes d'euros et 3 € par mois. Parce qu'on s'est dit, on va mutualiser les investissements qu'on a fait sur notre plateforme technologique pour pouvoir proposer des produits à ces gens-là à marge nulle. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de bénéfice là-dessus. Et on s'est engagé, si on faisait du bénéfice, à faire du give back. C'est quand tu es venu nous voir chez Epic, tu nous as dit, et c'est la question qu'on avait, parce que nous, on ne serait pas partis dans cette aventure sans ça. Tu as dit, moi, je suis prêt à faire comme Epic n'a aucun modèle économique. On ne prendra aucune marge, on n'aura aucun modèle économique. Notre seul objectif, c'est d'arriver à aider, en tout cas à protéger, des gens qui, sans ça, ne seront pas protégés. Exactement. Et on va loin dans le modèle, puisque un pricing d'assurance, c'est pas une méthode complètement exacte, on peut se tromper. Donc on a dit, si on se trompe et que c'est à la baisse, c'est nous qui prenons la perte. Si on se trompe à la hausse, on give back le delta. Je vais donner encore 2 exemples. Sur le foyer, par exemple, si on a un dégât, même si on est assuré pour son foyer, si on a un dégât des eaux ou un feu et qu'on perd sa télé, avec le niveau de vétusté qui est appliqué par les assureurs, s'il faut remplacer sa télé, on va nous donner 53 €. Avec 53 €, on ne rachète pas une télé. Donc on couvre le delta entre le remboursement vétusté déduite et le vrai prix du téléviseur pour que l'usage puisse se rétablir. Alors, ce qui fait aussi la force de ce produit, c'est qu'il n'est pas vendu en direct aux particuliers, mais c'est l'objectif de le proposer et de le vendre aux entreprises. Et c'est un produit que les entreprises aujourd'hui ont envie d'offrir à leurs collaborateurs. Reparlons d'agilité dans le modèle. Quand on a démarré, on pensait qu'on allait le vendre aux consommateurs avec une interface web, avec une appli, etc., etc. On s'est rendu compte que le modèle était difficile à développer pour avoir vraiment de l'impact, parce que ce qu'on veut, c'est en vendre beaucoup, pas pour faire de la marge, puisqu'on ne fera pas de marge. Bien sûr. Mais c'est pour avoir de l'impact, un vrai impact de société. Et on s'est rendu compte assez vite, et on a pivoté assez vite en disant, en fait, les entreprises, comme tu le dis, ont une demande. Il y a eu les tickets restaurants, il y a eu la complémentaire santé, et on espère qu'il y aura la micro-assurance coup dur, où on fait pour elles ce qu'on appelle du design to cost. Elles nous disent voilà ce qu'on est prêt à consacrer en termes de budget pour couvrir les coups durs de nos salariés, et on leur package ces garanties pour eux, et on les inclut dans les bénéfices provenant de la société. Et on tient à ce que ce produit il soit vivant. À chaque fois qu'on a un input intéressant, on rajoute une garantie. Je vais donner un exemple. Il y a 2 ans en France, le divorce a été déjudiciarisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire maintenant que quand 2 personnes sont d'accord, elles n'ont plus besoin de passer devant le juge pour divorcer. Néanmoins, les gens qui ont de faibles revenus ne divorcent pas. Parce qu'en fait, les frais d'avocat sont beaucoup trop chers pour divorcer. C'est entre 1 500 et 2 000 €. Donc, en fait, ils sont séparés, de fait. Ils ne peuvent pas couper ce lien parce que le coût est beaucoup trop élevé par rapport à leur reste à vivre. On a rencontré une société avec des avocats extraordinaires qui, par le digital, font un forfait pour divorcer les gens qui sont d'accord, parce que en plus, quand on n'a pas de bien, on n'a pas de patrimoine, on est d'accord, de manière déjudiciarisée, finalement, c'est un contrat standard. Et ils font ça pour 285 €. Et donc, nous, on a créé une nouvelle garantie, coup dur, divorce,
pour vraiment rien par mois et de dire si vous voulez divorcer et que vous êtes d'accord, par le biais de cette plateforme digitale, on vous paye les 285 € pour arriver à vous séparer. Et c'est quoi, rien par mois on est en train de le finaliser, c'est autour d'€1. Moi, je pense qu'un entrepreneur qui dirige sa société opérationnellement au quotidien, ce qui est mon cas, parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont pris du recul par rapport à l'exécution opérationnelle, je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un arbitrage opérationnel, c'est un coup de folie. Et c'est parce que l'effet papillon de la décision qu'on vient de prendre peut être absolument phénoménal. Et c'est impossible de le quantifier, cet effet papillon. Est-ce que tu peux nous parler, tu l'as évoqué tout à l'heure, de ton travail aux États-Unis, d'un échec, mais pour encore une fois nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire quelle différence tu as constatée entre ton expérience d'entrepreneur ici, en France, et là-bas aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des différences majeures? Alors, il y a beaucoup de différences majeures. Alors, je vais essayer d'en prendre 2-3 qui sont véritablement majeures. Bon, évidemment, là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est culturellement très différent. Par exemple, il n'y a pas de notion de fidélité du capital humain dans une entreprise américaine. Quand on prend ce qu'on appelle les C-exécutives, l'équivalent des directeurs dans nos structures françaises, ils restent en moyenne 18 mois dans une entreprise. Ça veut dire que à partir du moment où ils sont rentrés dans l'entreprise, ils vont la quitter. On connaît à peu près déjà leur date de départ. Donc pour nous, ça, Européens, on interprète ça comme une traîtrise absolue parce qu'on a envie de quelqu'un qui soit embarqué dans le projet avec nous. Donc avant de se mettre au diapason culturel de ce sujet qui fait que pour lui, c'est tout à fait normal, tous les 18 mois, de sauter de son entreprise en entreprise, c'est déjà un pivot culturel qu'il faut faire. Ça a des conséquences sur l'organisation de la société, parce que tout doit être extrêmement bien processé, documenté. Il n'y a pas de culture de l'oral, il y a une culture de l'écrit, parce que quand on part tous les 18 mois, celui d'après, s'il n'a pas une Bible pour savoir ce qu'il doit faire, il recommence de zéro. Et donc, l'entreprise ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une première leçon des États-Unis. Une deuxième leçon des États-Unis, c'est qu'ils sont très, très forts au storytelling, beaucoup plus forts que nous. Ils sont très, très forts en termes de présentation marketing. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins agiles et, on va dire, malins que nous à l'exécution opérationnelle derrière. C'est-à-dire, c'est des gens extrêmement disciplinés. À partir du moment où on leur donne une stratégie, ils la déroulent. Mais cette agilité dont je parle, je la trouve moins présente aux États-Unis. La parisienne aux États-Unis, faisable, pas faisable? Faisable. Avec l'apprentissage de l'échec aux États-Unis et de plein de choses, faisable. Tu aurais envie ou pas? Oui, j'aurais envie. Oui, j'aurais envie. Alors, il faudra changer de nom, mais comme on l'a dit avant. Mais oui, j'aurais envie. Mais je crois que le prérequis, c'est de... Quand on y est allé la première fois, dans notre premier métier, le métier qu'on a développé, qui était une boîte de software, c'était des Français qui allaient aux États-Unis. Je crois qu'il faut changer ça. C'est des Français qui ont une idée et qui travaillent avec des investisseurs américains, des équipes américaines qui vont implémenter le projet. Je crois qu'il ne faut pas faire l'erreur de vouloir y aller avec notre patrimoine culturel là-bas. Il faut y aller avec une idée, une expérience réussie et mettre un écosystème autour de soi d'intelligence collective qui permettent d'être directement dans leur patrimoine culturel. Tu ne trouves pas que c'est assez vrai dans quasiment tous les pays où vous êtes présent aujourd'hui? Beaucoup moins. Au niveau européen, je trouve qu'on a un ADN assez commun. Évidemment qu'il y a des différences juridiques, il y a des différences juridiques et des différences culturelles. Mais rien à voir ce que tu dis si tu es en Chine ou si tu es aux États-Unis. C'est un autre patrimoine culturel. Tu es diplômé de l'EM Lyon, qui est donc, comme tout le monde sait, une grande école de commerce. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément faire une grande école pour avoir une réussite entrepreneuriale? Est-ce que tu penses que c'était le cas il y a 20 ans? Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui? Il y a 20 ans, c'était probablement très utile parce que ça ouvrait un nombre de portes. Ça a été utile? C'est complètement informel. Je ne peux pas citer un événement dans ma carrière qui dit « j'y suis arrivé, j'ai ouvert une porte ». Mais pour lever de l'argent, c'était un peu plus simple? C'était probablement un peu plus simple, le parcours, parce que j'en ai aussi accumulé une ou deux derrière l'EM Lyon. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait? Non, mais après l'EM Lyon, j'ai fait un master d'économie internationale à la Bocconi à Milan. Oh là 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 là. Et puis dans ma carrière, j'ai aussi fait un programme à l'INSEAD. Donc je les ai un petit peu... T'aimes les diplômes en fait? Ouais, ça doit être ça. Mais donc, bon, aujourd'hui, tu penses que c'est moins le cas? Je regarde pas. Alors, moi, je regarde pas les diplômes. Si je vais sur votre site aujourd'hui, non. Une faculté, une grande école, non, un BTS, c'est pas indiqué. Je regarde pas les diplômes. Par contre, il y a un socle un peu commun qu'il faut acquérir quelque part. Est-ce qu'on l'acquiert à l'école? Est-ce qu'on l'acquiert dans une entreprise, dans une expérience de démarrage? Ce socle commun, c'est la connaissance de l'entreprise, c'est la capacité à travailler en groupe, à travailler de manière collective. On nous donne, dans les écoles, quelques techniques de base de la finance, du marketing, etc. C'est juste des principes de base pour apprendre à apprendre.
c'est tout. Mais je pense que ces principes de base, on peut tout aussi bien les acquérir dans une première expérience professionnelle. Toi, on parlait de grande école, tu disais que ce n'était pas forcément un sujet aujourd'hui. Est-ce que tu as une stratégie spécifique pour une meilleure parité, une diversité? Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui que tu imposes auprès de tes ressources humaines? Je ne l'impose pas parce qu'en fait, elle s'est mise en place de manière quasiment naturelle. Aujourd'hui, en tout cas, la parité homme-femme, elle est 50-50 dans la boîte. Et à tous les niveaux? Je crois que dans mes direct reports, il y a même plus de femmes que d'hommes. Donc ça s'est mis en place de manière naturelle. Après, la diversité, elle va au-delà du sujet homme-femme. Elle va sur plein d'autres thématiques qui sont là, à mon avis, plus compliquées à aborder. Où là, il faut donner des instructions, je pense, au RH, parce que c'est plus compliqué. Parce que sur la recherche de certaines personnes, on a des groupes ethniques ou des groupes d'orientation sexuelle, etc., qui sont plus petits. Et donc, aller chercher des compétences dans un groupe plus petit, statistiquement, c'est plus compliqué. Donc, il faut faire un peu d'efforts positifs. Et il y a un vrai sujet où il y a par contre encore, je pense, un manque de diversité, c'est dans les boards, dans les conseils d'administration. Tu serais pour les quotas pour les comités de direction? Oui, mais ça sera implémenté comment? Qui implémenterait ça? Comme les quotas de la loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration. Honnêtement, je serais assez pour. J'y ai pas réfléchi. J'aime pas trop les méthodes trop coercitives, mais qu'il y a un incentive à la parité, notamment dans les comités de direction, etc., je trouve que ça serait très bien. Pour toi, aujourd'hui, tu te verrais avoir des structures ailleurs qu'à Paris? Je vais répondre de manière peut-être un peu étonnante. Il y a un sujet dans lequel je crois beaucoup, c'est le travail remote. C'est pas le télétravail, le travail remote. Non, mais c'est pas la même chose. Le télétravail, c'est pour moi, alors je veux dire, c'est un peu une tarte à la crème, du pseudo-gadget qu'on donne aux nouvelles générations pour dire je suis capable d'équilibrer mon temps, je suis capable d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle, parce qu'une journée par semaine, je vais rester chez moi, je vais m'occuper de mes enfants, je vais les amener à la crèche, etc. Oui, c'est vrai, ça peut aider. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. D'accord. Mais c'est pas le vrai sujet, à mon avis, dans l'organisation des entreprises de demain. Le vrai sujet dans l'organisation des entreprises de demain, c'est le work remote. Alors, qu'est-ce que j'appelle le remote? C'est que quand on réfléchit, alors j'ai peut-être un esprit un peu trop statistique en étant assureur, mais quand on recherche une compétence pointue pour une société en hyper-croissance, dans un écosystème de plus en plus complexe, et que finalement, on se dit qu'on doit embaucher quelqu'un dans un radius de 50 km, parce que sinon, il ne pourra pas venir au bureau. Ça limite. Je veux dire, ça limite quand même statistiquement les gens auxquels on a accès, quoi. Quand on commence à avoir une société internationale comme nous, où 50% de notre chiffre d'affaires est international, où finalement la langue va devenir naturellement l'anglais, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'embaucher des gens qu'on verra quasiment jamais? C'est-à-dire d'aller chercher des compétences, je ne sais pas pourquoi je n'irais pas chercher des compétences aux États-Unis, en Israël, en Amérique latine. Mais aussi à Périgueux. Mais aussi à Périgueux, mais aussi à Bordeaux, mais à Brest, avec des gens qui finalement, on a des techniques de communication multiples pour se parler, être quasiment en présentiel, qui seraient finalement des gens qu'on verrait peut-être 2 fois par an. Moi, je trouve qu'on s'auto-limite, en termes statistiques, à finalement attirer des compétences de gens. Alors oui, on va ouvrir, comme tu le dis, on peut ouvrir un centre à Bordeaux, puis ça va mettre un autre radius de 50 km autour de Bordeaux. Où que soit la compétence, c'est celle-là qu'on veut. C'est celle-là qu'on veut. Tous les auditeurs qui ne sont pas à Paris, qui sont à Périgueux, Cahors et ailleurs, surtout n'hésitez pas à envoyer vos résumés à Olivier. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer? J'aimerais lui économiser les 20 années que j'ai fait pour basculer des 10% d'exécution et 90% de stratégie aux 90% d'exécution et 10% de stratégie. Le conseil que je donnerais, c'est véritablement d'avoir un focus extraordinaire sur l'exécution, d'être extraordinairement agile dans l'adaptation de l'idée, mettre son ego de côté en disant c'est pas parce que l'idée de départ c'est celle-là qu'elle peut pas dériver progressivement et finalement assez rapidement. Et la troisième conseil que je donnerais, c'est surtout d'essayer d'embaucher des gens qui sont meilleurs que soi. Un grand principe. Tu baignes depuis tout le temps dans l'assurance. Quelle va être la prochaine étape d'après toi? Mon point, c'est la Parisienne sera rachetée un jour, introduite en bourse. Quel est l'objectif? C'est l'un ou l'autre, non? Tu as des actionnaires qui sont importants, ils vont peut-être un peu de liquidité à un moment ou à un autre. C'est les 2 choix que tu peux avoir. Donc, passons cette étape-là. Est-ce que tu te vois relancer encore quelque chose dans l'assurance après, ou est-ce que tu penses faire autre chose? Bon, alors d'abord, c'est absolument pas établi que je vendrai un jour. Ça peut continuer. Même quand tu as des actionnaires qui sont pour l'instant, financiers. Pour l'instant, j'ai ce qu'on appelle du capital permanent. Oui. Donc, c'est pas des fonds qui doivent rendre l'argent. Une grande famille. Swiss Re, qui est le premier réassureur mondial, et une grande famille à travers leur family office. Donc, c'est des gens qui n'ont pas à rendre l'argent à qui que ce soit.
Donc finalement, vis-à-vis de ces gens-là, si je continue à créer de la valeur... Donc des bénéfices, tu veux dire ? Des bénéfices... c'est mieux. Oui, créer de la valeur, c'est pas uniquement des bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on ne se distribue aucun dividende et on réinvestit tout dans la boîte. Donc c'est soit effectivement, il y a un rendement, soit on continue à créer de la valeur. Et je pense que là, l'histoire, elle peut continuer longtemps. Après, comme tu le dis, on est dans un monde aujourd'hui où souvent... ce qu'on appelle la cap table, elle tourne, donc elle se recompose. Si c'était le cas et si ça devait advenir, d'abord, je pense que ça ne adviendra pas avant quelques années, parce que je pense qu'on a encore la capacité à croître et on a une croissance profitable, ce qui est aussi assez atypique dans les boîtes en hypercroissance. Effectivement, je recommencerai quelque chose. Alors, si je devais recommencer quelque chose, je ne sais pas si ça serait autour de l'assurance, mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est que ça serait autour de la technologie de la blockchain, qu'on utilise déjà beaucoup à la parisienne, mais qui, à mon avis, ouvre des perspectives énormes. Cet épisode le prouve, tu as bel et bien osé professionnellement. Et pour terminer, j'ai quelques questions pour savoir si tu oses ou as osé tout autant sur le plan personnel. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Quel est le film ou la chanson que tu n'as jamais osé avouer aimer ? Alors le film, je vais le dire parce que c'est un film qui peut apparaître un petit peu gnangnan, mais c'est Itinéraire d'un enfant gâté. Qui est la personne qui t'a donné envie d'oser ? C'est un inconnu absolu. J'ai commencé ma carrière en travaillant 4-5 ans dans une société familiale qui était déjà dans l'assurance, qui était une société de courtage. Et il y avait un monsieur qui s'appelait André, qui travaillait dans ces sociétés de courtage et qui un jour m'a dit, droit dans les yeux en déjeunant avec moi, il m'a dit « Ce monde dans lequel tu es et la société dans laquelle tu es trop petite pour toi, tu devrais voir plus grand. » Et je m'en souviens encore. Et c'est le lendemain, tu as posé ta démission ? 3 mois plus tard. Ah ouais. Quelle est la chose que tu as regretté avoir osé ? J'ai regretté longtemps, à la sortie de l'école, après mon master d'économie internationale à la Bocconi, à Milan, on m'a proposé un job à la Banque mondiale, à Washington, dont le thématique était la renégociation de la dette dans les pays en voie de développement, qui était en fait intellectuellement extrêmement stimulant. Et j'avais 23 ans et j'ai pas osé y aller. Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour réussir ? L'industrie financière est une industrie finalement où il est très simple de s'enrichir en dérivant des circuits de financement, en ayant des rétrocommissions, des choses comme ça, etc. Je suis un maniaque de la transparence financière et l'éthique de la société. Donc tout ce qui sort de l'éthique de la société et de flux de financement totalement transparent, on n'a jamais donné une commission à quelqu'un pour avoir un marché, je le ferai jamais, j'accepterai jamais qu'on me rémunère par derrière pour faire un marché de mon côté. Ça, c'est vraiment les limites du système pour moi. Qui est la personne à qui tu n'as jamais osé dire « je t'aime » ? À ma mère. Quelle est la chose la plus folle que tu as osé faire ? À l'époque, tout quitter, mettre mes meubles dans un container et partir pour les États-Unis pour monter ma société en laissant tout derrière m'a paru extrêmement fou. Quelle est l'anecdote que tu n'as pas encore osé dire à ta fille ? La manière dont elle a été conçue. D'accord. Qu'as-tu et quand as-tu osé pour la dernière fois ? Chaque seconde de ma journée. Pour moi, c'est un quotidien. C'est-à-dire que moi, je pense qu'un entrepreneur qui dirige sa société opérationnellement au quotidien, ce qui est mon cas, parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont pris du recul par rapport à l'exécution opérationnelle, je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un arbitrage opérationnel, c'est un coup de folie. Et c'est parce que l'effet papillon de la décision qu'on vient de prendre peut être absolument phénoménal. Et c'est impossible de le quantifier, cet effet papillon. Donc je crois que quand on prend 10 décisions structurantes dans la journée, 10 fois on ose et 10 fois c'est un coup de folie. Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour ce très joli moment passé ensemble. Merci à tous d'avoir écouté Ose, le podcast qui vous entraîne dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Si l'émission vous a plu, inspiré et surtout donné envie d'oser, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager.